Bienvenue, vous êtes à l'association DPCOI, donc ce qui veut dire développer le patrimoine via des actions d'insertion culturelle et collective. Nous, en fait, on essaie de sauvegarder, de promouvoir les arts traditionnels réunionnais, puisqu'il y en a plusieurs, hein. Et actuellement, on se concentre essentiellement sur tout ce qui dit vannerie, canage et rempaillage, puisque on a notre équipe qui est compétente dans ces domaines-là. Donc, on propose différentes prestations. Comme par exemple des ateliers d'initiation ou encore des formations professionnelles, puisqu'on a été certifié Calliope. Donc c'est un agrément qui est nécessaire pour pouvoir réaliser des formations. Et on participe également à des expositions tout en créant, fabriquant des objets tressés, toujours originaux et innovants. Pour faire court, là, on pourrait dire que l'association existe depuis plus de 6 mois, mais globalement, il y avait déjà une antenne à l'Est qui était un peu dans la même mouvance. Et là, on a créé une antenne à l'Ouest qui, justement, a pour objectif de développer économiquement et de dynamiser la zone du port, en fait. Pour ceux qui savent pas, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre le canage et la vannerie? En gros, un produit tressé, tu vas commencer par réaliser ta saisie ou tu vas le monter dans la main. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas en fait d'espace entre les différents brins. Mais quand tu parles de canage, là, en fait, tu auras des petits trous entre les différents brins. Ok. Et c'est ce qui va permettre de mettre un peu en valeur la fibre, en fait. Du coup, t'as l'impression que l'État, il vous considère aussi en tant qu'artiste ou vous sentez quand même un peu délaissé par une partie de la société? Pour être honnête, en fait, historiquement même, la vannerie a toujours été un peu mis de côté dans le savoir-faire artisanal. En gros, dans les années 1600-1700, notamment en Allemagne, en fait, ils avaient commencé à professionnaliser le secteur. Mais ça n'a pas fonctionné puisque après il y avait eu des événements sociaux, et notamment des conflits, qui ont un peu cassé la dynamique. Ouais. Et comme ça a cassé la dynamique, la vannerie est repartie dans ce côté un peu subsidiaire. Et on voyait notamment des boulangers ou encore des charbonniers qui utilisaient qui réalisaient en fait des gonis un peu en fibre afin de transporter leurs produits. Ok. Donc en gros, c'est par essence même que la vannerie est un peu mise de côté, c'est-à-dire qu'on la considère même pas comme, on la considérait pas comme un artisanat à l'époque. Et c'est nécessaire aujourd'hui de changer cette mentalité puisque on voit que ce sont des produits qui sont quand même très beaux. Et derrière, c'est un art traditionnel, donc quelque chose que nos ancêtres ont réalisé et c'est nécessaire de le sauvegarder et de le protéger, je pense. Je crois que la définition d'un produit de luxe, c'est à la fois la rareté, la qualité. Si on reprend ta définition, selon moi, ce qui est rare, c'est quelque chose d'unique, en fait. C'est-à-dire que tu ne pourras pas retrouver deux fois la même chose ou c'est réalisé en très peu de quantité. Donc oui, c'est quelque chose de rare puisqu'en fait, à chaque produit que tu réalises, peut-être que ce sera la même référence du produit, mais il y aura des petites irrégularités. Et ces petites irrégularités rendent ce produit unique. Donc oui, c'est quelque chose de rare. Et comme tu m'avais dit, le deuxième point, tu m'avais dit que c'était La qualité. la qualité. Et bien, pourquoi c'est de la qualité? D'une part, c'est des produits qui sont durables, tant au niveau environnemental qu'au niveau temporel, puisqu'en gros, une tente, si tu l'entretiens bien, elle peut durer plus d'une dizaine d'années, hein, facilement. Donc oui, le produit sera qualitatif, dans le sens où il sera solide, et ce sera pas la solidité réalisée grâce à un robot ou quoi que ce soit, non, ce sera grâce à la main d'un humain. On a plutôt trois axes, la qualité, la rareté et l'artisanat. Et pourtant, est-ce que vous vous sentez intégré aussi dans le milieu de la mode, des vêtements? Mais en fait, quand tu regardes, la fibre commence à s'intégrer au milieu de la mode, notamment avec l'utilisation du chanvre, puisque j'ai vu qu'il y avait une marque je me rappelle plus exactement le nom, mais qui utilise essentiellement du chanvre pour ses collections et elle est considérée comme une marque haut de gamme. Et nous, notre objectif par la suite, c'est d'une part démocratiser pour que les gens apprennent ce qu'est la vannerie, mais aussi trouver des nouvelles voies de développement. C'est-à-dire la vannerie, ça fait partie en fait d'un gros secteur qui est celui de la fibre. Donc, comment utiliser les fibres réunionnaises pour pouvoir produire des objets qui sont réalisés à La Réunion de qualité
et qui sont pas forcément que des tentes traditionnelles, mais éventuellement des sacs à main, haut de gamme, des canapés, pourquoi pas non plus des t-shirts, puisqu'on connaît que le choca, ou encore la paille chouchou, tu as des fibres relativement fines qui sont extraites de ces fibres. Et à On va partir parler chouchou, en plus, c'est bien compliqué à faire. Hein. Ouais, c'est grave Ouais. compliqué. Et ça, par exemple, ce sont des savoir-faire que tu rencontres uniquement, quasiment à Salazie. Et je trouve que c'est important à l'heure d'aujourd'hui, surtout qu'on est dans une notion, dans un ère où le développement durable est quand même au cœur des préoccupations. Et à côté de ça, il y a aussi l'idée de retrouver un peu ce côté du patrimoine réunionnais. Il est important de développer cette filière. Je vais le rappeler, du coup, du fait de notre insularité, on est très touché par les déchets plastiques. Les chiffres du TCO, c'est en 2016, 7300 tonnes de plastique qu'ils ont récolté. C'est-à-dire qu'on compte même pas les plastiques qui se baladent dans la nature. 6% de nos déchets finissent en gisement souterrain. Sauvage, par définition, les fibres textiles, t'en as deux types, donc ce sont des fibres naturelles et les fibres chimiques qui, elles, ont un impact désastreux sur l'environnement et c'est ceux qu'on utilise le plus depuis près d'une cinquantaine d'années, notamment avec l'émergence de la fast fashion. Et à côté, tu as les fibres naturelles, en fait, qui se divisent en trois types, si je me rappelle bien. Tu as les fibres naturelles végétales, animales et minérales. Les fibres, comme le Vaqua, sont des fibres naturelles végétales. Et en plus, ce sont des fibres naturelles végétales extraites des feuilles. Est-ce qu'on n'a pas besoin de détruire toute la plante pour pouvoir extraire la fibre? Non, pas du tout. En fait, on va prendre l'exemple qu'on connaît le plus à La Réunion, c'est celui du Vaqua. Ben là, on coupe uniquement les feuilles de la plante, ce qui permet d'éviter de relâcher la totalité du CO2 de la plante. Donc Ok. en gros, elle continue de stocker le CO2 comme le fait la totalité des arbres que l'on connaît. Alors, qui est le plus rentable économiquement? Une tente, c'est 55 euros sur 10 ans. Un sachet plastique, c'est environ 70 centimes. On va dire qu'une famille utilise 4 sachets plastiques pour faire ses courses. Et on va aussi dire que cette famille fait ses courses 2 fois par semaine. On multiplie par 12 pour avoir la somme sur un an, puis par 10 pour avoir la somme sur 10 ans. Pour 10 ans de course, c'est 960 sachets plastiques qu'on va utiliser et c'est 672 euros qu'on va perdre, alors que si on utilise le canage et la vannerie, on va payer qu'une seule tente et ça va coûter 55 euros. Pour l'environnement et pour éviter les trous dans votre porte-monnaie, il est donc préférable d'utiliser les produits issus du canage et de la vannerie plutôt que le plastique.